Donc on est au bord d'une situation totalement chaotique. Alors quelle est la réponse qu'on peut y apporter? Il y a la réponse en termes de consigne de vote. En se disant, il faut faire barrage au Front National, à tout prix. Et donc, mieux vaut voter pour le Parti Socialiste, comme ça on fait barrage au Front National. C'est une solution qui est commode, qui vous attire la sympathie de toute la presse et de beaucoup de gens. J'y suis totalement opposé. Parce que vous ne pouvez pas dire à tous les gens qui sont aujourd'hui déboussolés, paumés, qui votent pour le Front National et qui cherchent une alternative au pouvoir en place, que vous êtes cette alternative, alors même que vous votez pour le pouvoir en place. De deux choses l'une. Soit vous êtes cette alternative et vous ne cautionnez en rien le pouvoir en place, soit vous cautionnez le pouvoir en place et vous n'êtes plus une alternative. Donc moi je refuse effectivement de voter pour le Parti Socialiste. Quelle est la vraie réponse à mon sens? D'abord la vraie réponse c'est de reconnaître qu'on s'est planté depuis des années. La vraie réponse c'est de reconnaître qu'on n'a pas fait le quart, du dixième, de la moitié de ce qu'on aurait dû faire pour améliorer la situation des gens. La réalité c'est qu'on n'a pas aidé les chômeurs de longue durée, qu'on n'a pas aidé les jeunes à trouver un emploi. La réalité, c'est qu'on continue à avoir 34 milliards d'euros consacrés à la formation professionnelle, gérés par les partenaires sociaux, qui ne vont absolument pas chez les gens qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire les chômeurs de longue durée. La réalité, c'est qu'on a transigé avec la laïcité. La réalité, c'est qu'on a accepté des us et coutumes partout sur notre territoire qui ne correspondent absolument pas à ce que peuvent accepter nos concitoyens. La réalité, c'est qu'on a parlé réindustrialisation matin, midi et soir, et que la part de l'industrie dans le PIB français est passée de 20% en 1984 à peine 11 ou 12% aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Mais vous nous racontez n'importe quoi. On est de plus en plus pauvres et il y a de plus en plus de chômage. Et la réalité, c'est qu'effectivement, les Français sont de plus en plus pauvres et qu'il y a de plus en plus de chômage. Donc moi je veux bien que l'on continue à l'UMP à faire les mêmes propositions, à toujours arriver avec les mêmes idées, toujours les mêmes personnes, toujours le même comportement politique. Moi je veux poser une alternative à cela à l'intérieur de la droite. Je pense que la seule réponse au Front National, c'est la radicalité des propositions qu'on pourra faire et la radicalité du projet que nous pourrons proposer aux Français. Pour revenir sur les réformes économiques que vous prenez, c'est-à-dire la simplification, la réforme du marché du travail, la baisse de la dépense publique, la baisse de l'impôt, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde à peu près s'accorde sur ces réformes, c'est-à-dire aussi bien à droite qu'une partie de la gauche. Donc, étant donné que tout le monde propose ça, on peut se demander pourquoi on ne l'a pas fait avant. Est-ce que pour vous c'est simplement un manque de courage du personnel politique d'avant, ou il y a un vrai problème politique, voire institutionnel? Ce diagnostic il existe depuis longtemps. D'abord, je ne crois pas que tout le monde propose la même chose. Je crois que c'est une illusion de perspective. Il y a des vraies nuances à l'intérieur de l'UMP entre ceux qui proposent des choses très radicales du point de vue économique et ceux qui proposent des choses moins radicales. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le temps des propositions vraiment fortes n'est pas encore venu pour moi. Moi, je m'abstiens de faire des propositions très précises pour le moment parce que je travaille, que je vais voir les gens sur le terrain et que j'essaie de comprendre ce qui marche pas et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre quelque chose de vraiment nouveau. Et je ferai des propositions uniquement à partir de la fin de l'année 2015 ou le début de l'année 2016 sur les questions économiques au moins. Parce que quand vous allez sur le terrain discuter avec les chefs d'entreprise, les PME, les salariés eux-mêmes, c'est intéressant d'arriver à sentir ce que demandent vraiment les chefs d'entreprise, les PME ou les salariés. Et vous vous apercevez que le discours classique de la droite, en gros il faut supprimer les 35 heures et faire la TVA sociale, est beaucoup trop court pour répondre aux attentes économiques de ces chefs d'entreprise. Beaucoup trop court pour garantir qu'il y aura de l'emploi demain en France. Moi, il y a 6 mois ou 1 an, j'étais encore persuadé que les 35 heures étaient peut-être la réforme la plus urgente. Je suis arrivé à la conclusion aujourd'hui que la réforme la plus urgente, c'est le droit du travail et le contrat de travail.
Et ça, je vous le dis par conviction, parce que ce sont des chefs d'entreprise qui me l'ont dit, des salariés, des chômeurs. Le plus urgent, c'est droit du travail, contrat de travail. Il y a des questions ensuite qu'on peut se poser. Est-ce qu'avec le niveau actuel du SMIC, et le fonctionnement du SMIC tel qu'il existe aujourd'hui, tout le monde trouvera un emploi dans notre pays? J'en suis pas certain. Est-ce que vous pouvez garantir aux Français, les yeux dans les yeux, que vous ramènerez le chômage en France à 5 ou 6% en gardant un SMIC universel du même montant pour tous? J'en suis pas certain. En même temps, est-ce que vous pouvez toucher au SMIC en disant voilà, il n'y a plus de SMIC? Je pense que c'est impossible. Quelle solution vous trouvez entre ces deux termes? Je pense qu'il y en a, on peut développer à partir du terrain, développer l'alternance massivement, parce que les élèves qui sont en alternance ou en apprentissage ne sont pas payés au niveau du SMIC. Or, le nombre d'apprentis, comme vous le savez, a diminué depuis 3 ans. C'est une voie. Autre voie possible, développer massivement tous les dispositifs d'insertion, toutes les personnes qui sont recrutées sous forme insertion, élargir ce dispositif qui permettrait de recruter des gens à des niveaux salariaux qui ne seront pas les mêmes pour leur faire une place dans la société. Alors vous me direz, mais c'est très brutal, c'est très dur, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Enfin, soyons honnêtes. Il y a des gens qui sont totalement déphasés, qui ont des problèmes de santé graves, des problèmes de dépression, qui n'arrivent pas à s'astreindre à un horaire un peu contraignant, qui n'ont pas les mêmes capacités physiques, qui ne font pas le même travail dans la même durée. Tous ces gens-là, la société les rejette, les met d'abord au chômage, puis au RSA, au minimum pauvreté, et dit ben voilà, on traite ces gens-là. Moi j'estime que ce n'est pas la bonne réponse. Qu'on ne peut pas dire aux gens, je ne peux pas vous donner un emploi, donc je vous donne un chèque, soyez bien contents. Moi je préfère travailler sur une option dans laquelle on donne un emploi, où la rémunération ne sera pas forcément la même, mais au moins la personne sera dans la société, avec des collègues de travail, avec un univers de travail, et pourra s'insérer beaucoup plus facilement. Ça, c'est des choix de société majeurs. Mais la réalité, c'est que la droite, depuis 30 ans, pense exactement comme la gauche, et propose les mêmes choses que la gauche. Quand on est au pouvoir, quelle est la première décision qu'on prend à droite pour recréer de l'emploi et faire baisser le chômage? Les contrats aidés. Exactement comme la gauche. Ces contrats aidés sont la pire des fumisteries qu'on ait jamais inventées pour les jeunes de France. On leur file pendant 2 ans un job qui est mal payé, dans lequel il n'y a pas de formation, à la sortie ils sont au chômage. On va peut-être arrêter avec ce système-là. Je préfère qu'on mette massivement de l'apprentissage et de l'alternance et qu'on abandonne avec ces contrats aidés. Je préfère qu'on limite les contrats aidés à une toute petite population qui vraiment ne peut pas avoir d'autres options et qu'on développe d'autres formes d'entrée sur le marché de l'emploi. C'est à tout ça qu'il faut travailler. Alors ce sont des vraies ruptures dans le contrat social qui est passé entre les responsables politiques et les Français, et pour moi, c'est les seules solutions qui permettront vraiment de recréer une société dans laquelle il y a une place pour chacun. Et comment vous allez faire? Parce que, par exemple, vous avez connu le CPE, même la loi Macron, quand on voit tous les blocages... Je vais même inventer le CPE, vous savez, vous pouvez aller plus loin. Oui. Même la loi Macron, quand on voit tous les blocages qu'elle provoque, alors qu'elle est minime, donc comment faire ces réformes? Avant de faire le CPE, tout de même, j'avais proposé à Dominique de Villepin le CNE, contrat nouvelle embauche. L'histoire est très intéressante parce qu'elle montre à quel point la droite ne s'est jamais assumée de droite, à penser comme la gauche, à priver le peuple français de toute alternative et de tout choix, au point que les Français n'ont plus eu au bout du compte, comme alternative à la gauche, que le Front National. C'est de cela qu'il faut sortir aujourd'hui. Quand on a fait le contrat nouvelle embauche avec Dominique de Villepin, c'est exactement ce que je propose aujourd'hui, c'est-à-dire un contrat de travail beaucoup plus souple qui permettait de licencier les salariés beaucoup plus vite et de les réembaucher beaucoup plus rapidement également. Alors je vous le demande en mille, qui a supprimé le contrat nouvelle embauche qui avait permis d'embaucher 70 000 personnes en 4 mois? 70 000 personnes. Bon, personne ne sait qui a supprimé le contrat nouvelle embauche, c'est pas grave. Bon, je posais des questions moi aussi, j'en ai marre de répondre à des questions. Ça me fatigue. Alors, qui a supprimé le contrat de nouvelle embauche à quelle date? Il n'y a que Arnaud Tourtoulou au premier rang qui sait, parce qu'il est très vieux comme moi, donc il s'en souvient.
Donc ça a été supprimé en 2012 par la droite. C'est ça que je trouve absolument désolant. C'est la droite elle-même qui a supprimé le contrat nouvelle embauche en 2012 et qui a recréé des contrats aidés en 2012. Ne vous étonnez pas après que le Front National, chez les artisans, chez les commerçants, qui étaient les premiers utilisateurs de ce CNE, augmente autant. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait? Moi je pense que si vous pariez sur la vérité auprès des gens, sur la lucidité, sur la sincérité, vous leur dites voilà ce que je vais faire, moi c'est mon projet, vous n'êtes pas d'accord, vous ne votez pas pour moi. Mais si jamais vous votez pour moi, je l'appliquerai tout de suite. Et bien là, je vous garantis que vous pouvez avancer très rapidement. Qu'est-ce qui nous a tués en 2007? Et j'ai eu ces échanges-là avec Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises. C'est que le slogan de 2007 était « Travailler plus pour gagner plus ». La première loi qu'on passe, c'est la loi TEPA, d'une complexité extrême, et qui ne répondait pas aux attentes de ceux qui avaient voté pour nous. On dit en 2007 que ça y est, la vraie droite est de retour. Elle arrive au pouvoir, elle assume ce qu'elle est, elle assume ses propositions, elle assume son positionnement. Première décision, Bernard Kouchner au ministère des Affaires étrangères. L'électorat de droite, il s'est dit, mais attendez, moi j'ai pas voté pour avoir des gens de gauche dans les ministères. C'est sympathique, ça peut plaire, mais ça déboussole les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs, tout se vaut. La droite et la gauche, dans le fond, ils sont copains comme cochons. Et du coup, on a substitué progressivement en quelques années au clivage gauche-droite que moi je veux rétablir. Et on l'a dit pendant la campagne UMP. Nicolas Sarkozy disait qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite. Moi je veux rétablir le clivage gauche-droite pour une raison. C'est que quand il n'y a plus de clivage gauche-droite, il y a un nouveau clivage beaucoup plus dangereux qui se met en place. C'est le clivage entre le peuple et les élites. Et quand on dit qu'on va faire le Front républicain, on réactive à nouveau un clivage qui n'est plus un clivage gauche-droite, puisque l'UMP et le PS votent ensemble. On réactive un clivage peuple-élite. Et quand vous dites Front républicain, qu'est-ce que vous dites aux millions d'électeurs? Vous leur dites que la République, ça se limite à l'UMP et au PS, et que les autres n'appartiennent pas à la République, puisqu'ils n'appartiennent pas au Front républicain. Mais je peux vous garantir, pour les voir souvent, dans ma circonscription et ailleurs, que les électeurs à qui vous dites qu'ils n'appartiennent pas à la République, ils sauront s'en souvenir et feront monter un peu plus le Front National à la prochaine élection. J'ai jeté un froid, là. Allez-y, allez-y. Hein. Peut-être passer à la salle, si vous voulez, comme ça. Oui, on vous entend beaucoup parler sur tous les problèmes ont l'air d'être français quand vous parlez. On vous entend peu sur l'Europe, alors que finalement, les leviers politiques sont aussi là-bas. Et même, en général, beaucoup de politiques à droite parlent très peu de l'Europe en disant que c'est inutile parce que le problème est essentiellement français. Alors que, en fait, c'est toute la zone euro qui est en fait en panne économique. Est-ce que finalement le malaise français, c'est pas un malaise au niveau de la politique européenne? Il y a un malaise plus profond, ça je vous le concède bien volontiers, et la montée des extrêmes en Europe le montre. Simplement, moi je suis convaincu que la réponse passe d'abord par le rétablissement de la puissance française. La priorité absolue, c'est le rétablissement de la puissance nationale, avec des décisions économiques fortes, en droit du travail, en fiscalité, pour arriver à renforcer notre économie nationale qui est en train de prendre l'eau de toutes parts. Ensuite, ça peut s'accompagner de choix européens, j'en suis le premier convaincu, et puis sur d'autres sujets comme sur la sécurité, la lutte contre l'immigration illégale, certains proposent de sortir de Schengen, moi je propose le renforcement de Schengen. Donc on est sur des positions qui peuvent être parfois diamétralement opposées au sein de notre même famille politique. Mais il ne peut pas y avoir de construction européenne solide sans avoir d'abord une France qui retrouve sa puissance. Donc c'est pour moi le préalable absolu, c'est pour ça que je parle effectivement peu de questions européennes. D'abord parce que nos électeurs, très franchement, sont peu réceptifs à cela, parce qu'ils ont conscience que c'est d'abord chez nous qu'il faut faire le ménage, chez nous qu'il faut commencer à faire le travail. Donc comment jugez-vous la politique européenne aujourd'hui? Vous avez des questions sérieuses, parce que si vous avez des questions sérieuses, on va beaucoup s'ennuyer. Je suis sûr que la salle
tu auras des questions moins sérieuses. La politique européenne, il n'y en a pas, donc c'est simple. La politique européenne aujourd'hui, elle est aux mains de l'administration européenne et il n'y a plus de cap politique. Et le drame, il est là. On va quitter la sphère économique pour parler juste 2 secondes de la sphère militaire, stratégique et des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'Union européenne. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que la première menace stratégique qui pèse sur l'Union européenne, c'est la menace djihadiste, le terrorisme islamiste. Chacun a vu que ce terrorisme, il se répand comme une traînée de poudre un peu partout, au Proche, au Moyen-Orient. Il se greffe sur les États qui se délitent. D'abord l'Irak, après la faute majeure des Américains de détruire l'État irakien. Aujourd'hui, la Libye, qui est devenue un foyer de terrorisme très dangereux pour nous. Le Mali, la bande du Sud-Sahel. Et aujourd'hui, quel est le seul État qui accepte de mettre des troupes au sol pour combattre ce terrorisme là où il se trouve? La France. L'Union européenne est incapable de définir sa propre politique stratégique, de mettre ses propres moyens militaires pour lutter contre la menace terroriste. C'est inacceptable. Comment est-ce que vous voulez expliquer aux Français que l'Europe est un grand projet politique, que l'Europe c'est la paix, alors que l'Europe n'est pas capable de faire la guerre contre les nouvelles menaces qui existent?